Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité, l'émission qui prend le temps d'aller au fond des choses chaque midi sur les ondes de Radio VM. Et c'est Philippe Labrec au micro, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Dans les médias, à l'université, en entreprise et dans les conversations de tous les jours, la notion de racisme systémique semble être devenue la seule théorie acceptable pour expliquer les différences socio-économiques entre différents groupes ethnico-culturels. Mais est-ce vraiment la seule explication? Pour en discuter, nous recevons l'essayiste et professeur de philosophie au collégial Yannick Lacroix, auteur du livre « Erreur de diagnostic, le racisme systémique et le Québec » publié chez Libère cette année. Monsieur Lacroix, bienvenue. Bonjour Philippe, merci de me recevoir. Un grand plaisir. Vous voulez nous parler d'une théorie voulant expliquer les différences socio-économiques mentionnées, autres que celle du racisme systémique, qui découle d'une chercheuse, Elizabeth Anderson. Oui. En quoi s'applique-t-elle à la notion de racisme systémique, ou du moins en quoi offre-t-elle une explication alternative à celle du racisme systémique? Oui, alors tout d'abord, Elizabeth Anderson est une philosophe américaine. Elle a écrit plusieurs ouvrages. Celui auquel je réfère, c'est The Imperative of Integration, où elle s'intéresse à la question des inégalités entre les groupes, les inégalités catégorielles, comme elle le dit, dans les démocraties libérales. Et son objectif, c'est de faire une théorie de la justice, d'expliquer qu'est-ce qui cause ces inégalités-là, ce qui permet d'évaluer leur degré d'injustice et ce qui permet, au-delà de ça, de potentiellement trouver des remèdes appropriés à ces injustices-là. Ce qui est intéressant pour nous, dans notre contexte, c'est que les mécanismes, selon Anderson, les mécanismes qui sont à la base de la formation des inégalités s'appliquent pour tous les groupes, pour toutes les catégories sociales, et pas seulement pour le sexe, la race ou la classe ou d'autres catégories qu'on pourrait encore trouver. Et elle l'applique spécialement à la question des inégalités raciales aux États-Unis, mais ça s'appliquerait aussi à tout autre groupe. Et c'est intéressant dans notre situation ici au Québec, parce que ce que montre Elizabeth Anderson, c'est que les mécanismes à la base des inégalités entre les groupes ne s'expliquent pas d'abord et avant tout par le racisme. C'est d'autres mécanismes causaux qui sont à la base de ces inégalités-là, malgré évidemment que le racisme ait son rôle à jouer. Alors, voici la leçon que je tire d'Elizabeth Anderson, si la théorie du racisme systémique ne s'applique pas bien ou n'est pas la seule possible dans le contexte américain, que s'ensuit-il pour le Québec? Anderson, comme vous l'avez mentionné, là, se concentre, ou du moins utilise le cas des Afro-Américains, donc des Noirs aux États-Unis et des Blancs, et veut expliquer les différences socio-économiques entre les deux groupes. Bien sûr, c'est une histoire assez spécifique, mais vous avez mentionné comment est-ce qu'on applique ça au Québec quand on prend en considération cette différence qui est, à mon avis, majeure? Oui. Tout d'abord, je vais faire un petit préambule. C'est très, très clair que les inégalités entre les groupes ethno-raciaux s'expliquent en bonne partie par des causes, appelons-les systémiques ou appelons-les structurelles. Ces inégalités-là sont évidemment pas, je dirais, dues ou seulement dû à des caractéristiques internes au groupe en question, que ce soit des caractéristiques culturelles ou psychologiques, parce que si on va dans cette direction-là, on va effectivement dans le sens de ce qu'on appelle le victim blaming. Donc, l'essentialisme aussi. Hein? Oui, c'est ça. Donc, il y a clairement là, une dimension systémique. Moi, je préfère peut-être le terme structurel à ces inégalités-là. Pouvez-vous expliquer, en fait, quand vous dites structurel, c'est pas tout le monde qui va saisir automatiquement ce que ça veut dire. Donc, les causes structurelles ou l'explication structurelle en ce qui a trait aux différences socio-économiques en différents groupes, qu'est-ce que vous voulez dire par structurel? Oui, c'est ce qui relève des institutions. Par exemple, dans quelle mesure est-ce que les institutions d'enseignement pourraient causer ou permettre ou reproduire des inégalités entre les groupes? Alors, moi, quand j'entends structurel, j'entends institutionnel, si on préfère. Alors, mais justement, quelles sont ces causes structurelles? Alors, pour Anderson, la cause principale des inégalités entre les groupes, la cause essentielle, on peut le dire comme ça, c'est la ségrégation elle-même. C'est la séparation physique, la séparation symbolique entre les groupes. Une autre manière de le dire, la cause essentielle, c'est le défaut d'intégration.
Alors, cette ségrégation-là, la séparation physique, la séparation culturelle, la séparation symbolique en général entre les groupes ethno-raciaux, c'est ça qui engendre, selon Anderson, mécaniquement des inégalités entre les groupes. Prenons un exemple concret. Si des groupes ethno-raciaux sont séparés de manière par quartier, donc s'il y a une ségrégation résidentielle, il y a certains groupes qui vont avoir un accès privilégié aux opportunités, donc les groupes qui vivent dans les quartiers plus centraux, et les groupes qui vivent dans des quartiers plus excentrés vont être désavantagés dans l'accès à ces opportunités-là. Alors, on a ici un exemple concret de la manière dont la ségrégation résidentielle peut participer à la production ou à la reproduction d'inégalités entre les groupes. C'est une question de proximité, principalement? Proximité, en ce qui a trait aux opportunités d'avancement de carrière, notamment, et l'éducation et le réseautage, on peut dire, ou du moins les réseaux qui peuvent être bénéfiques à une personne pour son avancement socio-économique. Oui, pour Anderson, c'est une des raisons, mais la ségrégation, elle est résidentielle, c'est la séparation physique entre les groupes, mais c'est pas seulement ça. Cette ségrégation-là se répercute aussi dans le domaine culturel. C'est des différences dans l'accès au capital culturel, le capital social, donc les réseaux sociaux, le capital économique, bien entendu, mais la ségrégation résidentielle est une des causes importantes. Juste pensons dans notre situation, Montréal-Nord. Comment Montréal-Nord est physiquement séparé du centre-ville de Montréal. C'est tellement compliqué se rendre au centre-ville de Montréal. Ça prend presque autant de temps en transport en commun, aller au centre-ville de Montréal à partir de Montréal-Nord qu'aller à Trois-Rivières en prenant la 40. Donc, c'est sûr que ça a un effet sur les inégalités socio-économiques entre les gens. Et dans le modèle d'Anderson... Il faut dire que, géographiquement parlant, Montréal-Nord, notamment l'est de Montréal, Hochelaga-Maisonneuve, qui était à l'époque habité quand même par beaucoup de francophones, de Québécois francophones, ça me semble une question plutôt de classe sociale, quasiment marxiste, rendu là, dans le sens où c'est des quartiers où coûte moins cher. Bon, les appartements ou les loyers, les maisons coûtent moins cher, et donc certaines classes sociales un peu défavorisées, ce qui était le cas des francophones jusqu'à très récemment, s'y retrouvaient, tout simplement. On ne peut pas se payer une maison à Westmount, donc ça la paye à Hochelaga-Maisonneuve ou à Montréal-Nord. Il n'y a pas des raisons plutôt quand même de base économique ici là, qui expliquent ce qui n'est pas une ségrégation forcée, là, ça semble être tombé, ça semble prendre forme relativement organiquement, si je peux dire, économiquement parlant. Oui, les mécanismes qui sont pour Anderson, là je suis toujours dans la théorie d'Anderson, pour Elizabeth Anderson, les mécanismes qui expliquent les inégalités catégorielles entre les groupes sont les mêmes, peu importe de quel groupe on parle. Donc les mécanismes qui expliquent que les francophones dans Hochelaga-Maisonneuve étaient défavorisés par rapport à d'autres groupes de la ville de Montréal sont les mêmes que ceux qui expliquent pourquoi actuellement des Noirs à Montréal-Nord seraient défavorisés socio-économiquement. Ce sont les mêmes causes. Donc, les mécanismes causaux à la base des inégalités ne sont pas spécifiquement raciaux. Et comment est-ce que la théorie d'Anderson contraste avec le racisme dit systémique ici? Par plusieurs aspects, mais moi je dirais que essentiellement, c'est que dans le modèle causal d'Anderson, que je n'aurais pas très bien expliqué aujourd'hui, mais j'invite les auditeurs à aller voir son ouvrage qui est absolument brillant et essentiel, The Imperative of Integration. Alors, je pense que le point essentiel, c'est que dans la théorie du racisme systémique, la cause principale, la cause suffisante et nécessaire des inégalités, c'est le racisme. Donc, le racisme est le point de départ. Oui, le racisme est le point de départ de toute la mécanique causale. Pour Elizabeth Anderson, le point de départ, ce n'est pas le racisme. Pas que le racisme n'a pas de rôle à jouer, mais le racisme est autant un effet qu'une cause de la ségrégation. Le racisme fait partie d'un ensemble causal complexe. Alors, il y a une espèce erreur de raisonnement dans la théorie du racisme systémique. On fait d'un élément d'explication l'explication entière, ce qui donne une idéologie sophistique qui pose des problèmes quand vient le temps de trouver des remèdes, des remèdes appropriés à la situation. Si on veut corriger
une situation d'inégalité, encore faut-il clairement en comprendre les causes. Sinon, on risque de trouver des mauvais remèdes, ce qui, à mon avis, est la situation actuellement. Mais le racisme, ou la notion de racisme systémique, avait-elle réellement l'objectif d'expliquer causalement les différences socio-économiques? J'ai l'impression, là, c'est ma théorie là, que je vous soumets ici, là, mais qu'elle elle était surtout, elle a surtout été mise de l'avant pour, donner une raison d'exister à certains universitaires au départ, et par la suite, ça a pris une forme envoûtante, idéologiquement parlant, pour les masses, les médias, même certains dans les départements de ressources humaines, dans les entreprises. Et là, ça a fait un effet boule de neige sans que jamais personne se pose la question, comme vous venez de le faire d'ailleurs. Est-ce que ça explique vraiment la cause des différences socio-économiques? Vous avez posé la question, mais j'inverse la question. Est-ce que la notion de racisme systémique avait vraiment comme but d'expliquer la cause des différences socio-économiques? Oui. Moi, je répondrais... votre question est assez complexe, mais je répondrais quand même par l'affirmative. Et j'en parlerai au présent. Quand on lit les documents actuellement produits par les organismes de défense des droits, la Ligue des droits et libertés, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, sur le racisme systémique, la prétention d'explication causale est constamment élevée. Donc, il y a constamment cette prétention que ça explique effectivement les inégalités entre les groupes raciaux dans notre société. Donc, oui. Mais c'est mal fait, dans le sens où, si on prend la théorie d'Anderson, qui dit qu'en fait, le racisme existe bien sûr, mais les raisons causales sont autres. Aujourd'hui, ça me semble difficile de publiquement, ou du moins, de s'afficher contre la notion de racisme systémique comme cause des différences socio-économiques et dire, comme Anderson le fait, en fait, c'est plutôt la question de l'intégration des différents groupes qui cause ces différences-là. C'est assez inaudible aujourd'hui comme discours, non? Oui, c'est difficile à faire passer. Même Elizabeth Anderson, son livre a été publié en 2010, hein? Donc c'est avant tout le mouvement pour la reconnaissance du racisme systémique, même aux États-Unis. Et disons qu'elle a été fortement critiquée par plusieurs groupes aux États-Unis. Et là, c'est à quoi vous faites référence, hein? C'est que la théorie du racisme systémique, bon, moi j'en parle ici comme si c'était une théorie scientifique comme une autre. Moi, je l'aborde avec un point de vue épistémologique, disons-le comme ça. Mais en fait, c'est une théorie qui a une dimension politique évidente, là. Donc, ce contre quoi il est difficile de ramer à l'heure actuelle, c'est toute la dimension politique, la dimension morale qui est rattachée à cette théorie-là. Mais sur le plan strictement scientifique, c'est une théorie qui présente des grosses faiblesses et qui peut être remplacée par d'autres théories alternatives, telles que celle d'Elizabeth Anderson, qui sont scientifiquement beaucoup plus solides. En à peu près 1 minute, qu'est-ce qu'Anderson recommande en termes d'intégration, justement, pour pallier le plus possible aux différences socio-économiques? Oui, 2 choses principales, mais rappelons-nous qu'Elizabeth Anderson s'adresse à la situation aux États-Unis, donc les inégalités entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Ces inégalités-là, avec leur longue histoire remontant jusqu'à l'esclavage, ne peuvent pas être palliées autrement, selon Anderson, que par l'affirmative action, la discrimination positive, mais modérée. Anderson est plutôt défavorable aux quotas, mais elle est favorable à des cibles de représentation qu'on atteindrait progressivement. Et l'autre solution, une des autres solutions qu'elle propose, c'est de revivifier le sentiment national. Parce que si la lutte antiraciste est rattachée à des idées de séparatisme racial, de multiculturalisme, on ne pourra pas adresser la véritable cause des inégalités, qui est le défaut d'intégration. Donc, il faut renouveler un vivre ensemble basé sur l'idée d'une identité commune. Revivifier l'identité commune, voilà peut-être une des solutions majeures. Tout à fait. Yannick Lacroix, merci. Ça fait plaisir. Auteur du livre Erreur de diagnostic, le racisme systémique et le Québec, publié chez Libert. Tous ceux qui nous écoutent, merci également. Demain à la même heure, on reçoit le docteur Catherine Ferrier pour discuter de l'évolution de l'application de l'aide médicale à mourir au Québec. Un entretien à ne pas manquer. Tous ceux qui nous écoutent, encore une fois, merci à la technique Lysandre Duplay, à l'animation moi-même, Philippe Labrec, et on vous invite à rester sur les ondes de Radio-VM.